Bien, donc nous nous voyons cette fois-ci sur un dispositif qui est un dispositif de TD, c'est-à-dire que nous sommes en demi-groupe. TP, nous serons divisés en trois. Les CM, c'est ceux qui relèvent de la linguistique pour 2, ceux qui relèvent des méthodes d'apprentissage pour 2 CM sur ce semestre. Ceux qui relèvent des TD, c'est l'écriture et c'est la grammaire. Et ce qui relève des TP, c'est les méthodes d'enseignement, c'est la didactique disciplinaire et pédagogie disciplinaire. Mais les TD, nous allons parler essentiellement d'écriture et de grammaire, et nous allons commencer aujourd'hui par ce qui relève justement de la grammaire. Alors, un cours qui va avoir une grosse demi-heure d'introduction pour poser un certain nombre de notions, et puis après, nous étudierons un cas d'espèce, un cas de figure grammatical. Donc, mon cours d'aujourd'hui, la grammaire, sujet de grammaire, je terminerai la semaine prochaine, lundi, sur cette question-là, puis après, nous aurons une phase sur les exercices d'écriture. Alors, tout d'abord, un premier point qui est un ensemble de définitions sur 5 ou 6 points différents qui vont se succéder. Tout d'abord, la grammaire. La grammaire, c'est une discipline dont le principe est de proposer une description de la langue, description linguistique, de proposer un état des lieux. Ce principe, c'est d'avoir un sujet d'observation, c'est donc la langue, et de proposer un regard sur cette langue. Et il y a un premier point qui peut paraître sans doute assez complexe, assez inattendu, mais c'est qu'il n'y a pas une grammaire, mais qu'il y a plutôt des grammaires. Pourquoi y a-t-il des grammaires? Eh bien parce que les grammaires reposent toujours sur des options qu'on pourrait dire philosophiques ou historiques, ou même scientifiques, options philosophiques, historiques, scientifiques, qui font qu'il n'y a pas, pour une langue donnée, deux grammaires qui peuvent se ressembler trait pour trait. Si nous étions dans un principe où la langue a une description précise, unique, nous aurions une seule grammaire. Une seule grammaire, vous achetez la grammaire de Larousse ou la grammaire du Robert ou d'Hachette ou autre, ce serait le même texte, avec les mêmes phénomènes, avec les mêmes mots, avec les mêmes mots. Mais dans les faits, et je vais vous expliquer pourquoi, dans les faits, une grammaire, c'est une description, mais cette description, elle repose sur tout un ensemble de décisions philosophiques, historiques ou scientifiques de celui qui va décrire la langue. Alors, pour vous donner des exemples très précis de cela, nous avons des grammaires qui sont des grammaires scolaires. Et les grammaires scolaires, c'est celles que vous enseignerez à vos élèves. Ces grammaires scolaires, elles n'ont pas pour objet de décrire la langue dans sa totalité, mais de faire une sélection de ce que l'on pense nécessaire, à savoir par un Français lambda. Est-ce qu'il est capable, pense-t-on, d'apprendre année par année? Je vais donner un exemple très précis. Vous ne constituerez sans doute jamais dans votre carrière des séquences, c'est-à-dire des programmes d'enseignement, sur les insultes et sur les jurons. Or, c'est un ensemble de choses qu'on utilise extrêmement couramment, et la langue est pleine de merde, salope, enculé, fumier, voilà, il y en a plein de dictionnaires. Mais c'est des sujets qu'on n'aborde pas, c'est un choix. Si vous décrivez la langue qui se parle dans la rue, vous aurez tout un ensemble de mots qu'on considère comme grossiers qui apparaîtront. Mais un grammairien, lui, il décrit, pas censé particulièrement faire un jugement sur ce qui est dit. Et en revanche, la grammaire scolaire, eh bien, elle fait un choix. De façon identique, sur tous les phénomènes qui peuvent régir
un champ grammatical, la grammaire scolaire, elle va faire un choix de ce qu'elle garde et ce qu'elle ne conserve pas. Elle va faire un choix de ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Il y a des phénomènes grammaticaux qui sont totalement hors du champ de la grammaire scolaire parce qu'on les juge trop compliqués, parce qu'on les juge peu intéressants pour des élèves. On verra par exemple, quand on étudiera les verbes, la notion d'aspect du verbe. Les verbes sont terminatifs ou incoatifs. Les verbes sont progressifs ou linéaires. Les verbes ont tout un ensemble de critères qui est nécessaire à leur description, mais qui sortent de la grammaire scolaire. Pourquoi? Parce que les grammaires font des options de ce qu'elles observent. Ça peut, ça peut être des options philosophiques. Alors, je vous donne un exemple d'options philosophiques. Nous avons ce qu'on appelle des grammaires distributionnelles. Distribution, adjectif, distributionnel. Je vous en parlerai quand je vous ferai l'historique de la grammaire plutôt l'année prochaine. Mais des grammaires distributionnelles, elles ne considèrent ces grammaires qu'on ne peut étudier les phénomènes que s'ils sont attestés. Autrement dit, moi, quand je ferai une phrase, quand j'aurai besoin d'un exemple, j'inventerai une phrase. J'inventerai une phrase, je vous dirai les feuilles de l'arbre sont vertes et tombent en automne. Une grammaire distributionnelle n'accepte d'étudier une phrase que si elle est émise par un écrit référencé. C'est le Bled, par exemple. Le Bled, c'est un petit livre de grammaire. Toutes les phrases sont des phrases d'écrivain. Vous avez le porte-manteau est tombé sur le sol, entre parenthèses, Balzac. Vous avez l'oiseau se pose sur la branche, entre parenthèses, Maupassant. Toutes les phrases sont attestées de cette façon-là. D'autres grammaires, au contraire, considéreront que pour expliquer les phénomènes, il faut que les phénomènes soient conformes à la langue, mais on peut les inventer autant que l'on veut. C'est des options philosophiques qui dirigent à l'organisation de la grammaire. Mais c'est aussi des options historiques. Historiques, et cela est lié aussi en particulier à la représentation du monde ou à la morale. Nous avons à la fin du XVIIIe siècle un grammairien qui propose un dictionnaire et une de ses connaissances lui dit « Heureusement, vous avez supprimé de ce dictionnaire tous les vilains mots. » Et il répond « C'est donc que vous les avez cherchés ?» Sous-entendu, vous ne voulez pas lire les vilains mots, mais n'empêche que vous les connaissez. Donc, où est l'hypocrisie dans cette activité-là? En fonction de l'époque, en fonction de la vision du monde que l'on a, les dictionnaires ou les grammaires auront tendance à supprimer les phénomènes que l'on juge peu intéressants, certes, mais aussi que l'on juge indignes de la langue, ou pas. Théoriquement, le grammairien fait une description, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il prend ce qui vient dans la langue. Mais il y a des options qui peuvent être morales ou philosophiques. Et puis, il y a aussi des options qui peuvent être des options scientifiques, pardon. Le grammairien peut choisir d'étudier une série de phénomènes avec une méthodologie particulière, qui viendra dans un instant, une méthodologie qui fait qu'il organise les phénomènes différemment. Dans les années 1950, par exemple, on s'est beaucoup intéressé à la dimension spatiale de l'analyse grammaticale, c'est-à-dire qu'on a fait des schémas. On a fait des schémas et on s'est demandé comment, alors on pourrait dire géométriser la langue, comment faire des représentations du fonctionnement linguistique au moyen de la théorie des ensembles et avec des optiques très géométriques. Dans les années 70, on s'est intéressé plutôt à la modélisation mathématique de la langue. On a fait des équations pour essayer d'expliquer les phénomènes grammaticaux. On a des optiques différentes qui donnent lieu à des grammaires différentes. Mais quoi qu'il en soit, la langue, la grammaire, c'est d'abord une description. Si je vous dis de me décrire ce porte-manteau, vous allez me dire, il a des pieds, ils sont comme ceci, comme cela, il a un mât central, il a des... Bon, voilà, on va décrire l'objet. Mais quand on décrit un objet, il y a toujours la part de celui qui décrit. Il y a toujours le regard de celui qui décrit qui peut orienter la description.
Et cette description, elle a pour but de présenter l'objet, mais aussi de trouver son mode de fonctionnement, c'est-à-dire de s'interroger sur ce qui le fait s'organiser. Pourquoi les mots ils sont comme ceci et pourquoi ils s'organisent de cette façon. Donc c'est une description d'un état de la langue, mais c'est aussi la description d'un fonctionnement de la langue. Voilà pourquoi la grammaire, elle devient rapidement, dans les États centralisés, une tentative de normalisation. C'est-à-dire que le repérage des phénomènes donne lieu rapidement à une sorte de fixation. On essaie de donner les règles qui semblent émerger de la description. On essaye de réglementer, à partir de ce qu'on a décrit, de considérer qu'il y a des phénomènes qui vont s'expliquer de telle ou telle manière. Et les normalisations, elles peuvent changer assez radicalement d'une grammaire à une autre. Parce que les phénomènes ne sont pas toujours identiques à l'observation, le résultat, c'est que la normalisation n'est pas toujours identique non plus. On verra souvent plusieurs descriptions d'un même phénomène. Quand on est dans un état centralisé, on aime que l'ensemble des locuteurs d'une langue appartenant à un pays parlent la même langue. Donc il faut que cette langue, elle ait des caractéristiques qui soient présentables pour tout le monde. Je vous donne un exemple. Nous avons, à l'époque de Molière, une option, une double option. Est-ce que la première personne du pluriel se conjugue comme la première personne du singulier? Est-ce que c'est j'avions pris ma voiture pour aller en vacances, ou est-ce que c'est j'ai pris ma voiture pour aller en vacances? Laquelle est la forme qui semble la plus conforme à une idée qu'on se fait de la langue? Est-ce que nous avons des personnes qui sont identiques ou pas? Est-ce que nous avons des conjugaisons différentes pour toutes les personnes? Et il a été choisi de normaliser sur la deuxième cas. Autrement dit, d'éliminer de la description comme étant non conforme à la règle le fait que le je et le nous se conjuguent de la même façon. Bon, c'est une décision. C'est une décision, une normalisation. C'est à partir de la description des choix qui sont faits. Choix qui sont faits. L'un des plus grands grammairiens et lexicographes du XIXe siècle, qui s'appelle Lavis, pardon, Littré, c'est un historien Lavis, Émile Littré. Émile Littré, lorsqu'il parle du mot qui, il appelle ça un pronom conjonctif. Un pronom conjonctif. Or, c'est une grande division de la grammaire scolaire actuelle, c'est que les mots, ils sont soit pronoms, soit conjonction. Ils ne peuvent pas être les deux. Ils ne peuvent pas être pronom et conjonction. Ben, lui, il a un corpus, et de ce corpus, il décide de faire un vaste ensemble, et il dit, ben voilà, ces mots-là sont des pronoms conjonctifs. Maintenant, c'est impossible de dire ça, on est soit d'un côté, soit de l'autre. À un moment donné, on fait des décisions. On prend des décisions. Et ces décisions, c'est celles qui s'appliquent, espère-t-on, dans la grammaire que l'on considère. Si on accepte ces décisions, ben on appliquera cela, ces grammaires. Quel est l'organisme en France qui, depuis 1635, est chargé de la réglementation, de la normalisation de la langue française? 1635, créé par Richelieu, on est sous Louis XIII. Oui, l'Académie française. L'Académie française, elle est créée avec un double objectif. Le premier objectif, c'est d'essayer de normaliser les arts, c'est-à-dire le théâtre essentiellement, d'essayer de déterminer ce qui est conforme au bon goût du théâtre français. Qu'est-ce qu'une bonne pièce, qu'est-ce qu'une mauvaise pièce? C'est à partir de là qu'on aura les règles du théâtre classique. Il faut qu'il y ait 5 actes, il faut que
il y ait une bienséance qui s'exprime, il faut qu'il y ait une unité de temps, de lieu, d'action, tout un ensemble de choses que vous avez déjà vues lorsque vous étiez au lycée et au collège. Ben, ça vient à partir de 1635. Et même chose sur la langue, il y a ce qui est acceptable avec telle ou telle règle et ce qui n'est pas acceptable. Tous les ans encore, le dictionnaire de l'Académie fait référence sur le fonctionnement de la langue française. 1635, un groupe de personnes prend des décisions sur le fonctionnement. Voilà pourquoi, quand on parle de réforme de l'orthographe ou réforme de la grammaire, on a l'impression que la langue en soi est quelque chose, et puis qu'elle a une écriture unique, une description unique et un fonctionnement unique, mais tout ça est totalement faux. C'est totalement faux. Une langue, c'est quelque chose qui théoriquement bouge, théoriquement évolue, et à certains moments, on décide de modifier la description qu'on fait de la langue pour coller davantage aux réalités de la langue. Donc la langue, c'est une décision qui est prise sur son fonctionnement. Et à partir de là, hélas, il y a une forme d'instrumentalisation de la description, de la grammaire, que dans les systèmes éducatifs, la grammaire devient une prescription. Autrement dit, c'est vrai ou c'est faux. C'est conforme à la règle ou ce n'est pas conforme à la règle. Mais tout ça, c'est des décisions. Et la prescription en grammaire, c'est un peu comme la bombe atomique en physique. C'est-à-dire que ceux qui ont découvert les atomes, ceux qui ont découvert le fonctionnement atomique, ne prévoyaient pas de faire une bombe. Et au bout du compte, ça fait une bombe. Mais c'est une instrumentalisation de la science. Et la prescription en grammaire, le fait qu'il faut une forme unique, transférable, repérable, universalisable, bah, ce n'est pas le but du grammairien en soi. C'est une utilisation des travaux du grammairien, mais ce n'est pas le but de la grammaire que de normaliser plus ou moins, mais en tout cas prescrire non. Je vous donne quelques exemples qui vous permettront de comprendre cela. Au XIXe siècle, les participes présents, par exemple, se terminent non pas par ANT, passant par Belfort, je suis bien, montant les escaliers, mais par AN. Décide que de toute façon, ils sont invariables, les participes présents. Donc, il n'y a pas besoin de mettre une lettre quelconque au bout. Le son en se suffit à lui-même. Donc, montant, AN. Vous lisez Victor Hugo, vous lisez Balzac, vous lisez Zola dans les premières éditions. Participe présent se termine par AN. De même, les noms qui se terminent par EN, comme événement par exemple, se terminent par EN. Le T que l'on met après viendra par la suite, viendra par les décisions qui seront prises par la suite. Si vous lisez Madame de Sévigné, par exemple, un auteur du siècle de Louis XIV, elle écrit tous les participes passés de manière aléatoire. J'ai mangé, elle le fait ERS, EZ, ER, ES. Pourquoi? Parce que la notion de participe passé n'a pas encore été admise comme étant une prescription définitive. Ça se termine par et, quand ça s'accorde EE, I et ES. J'ai mangé, ER, pose aucun problème, et Z, ça pose aucun problème à personne parce que la réglementation n'est pas arrivée. Celui qui nous a inventé les participes passés en France, c'est un poète du XVe siècle qui s'appelle Clément Marot. Et ça n'a été adopté que plus tardivement, les règles d'accord. Voltaire, au XVIIIe siècle, dit sur Marot une chose amusante. Il dit Marot a ramené les participes passés d'Italie. Observant la langue italienne, il a adapté ça au français. Marot a ramené d'Italie deux choses, les participes passés et la syphilis. La syphilis, c'est une maladie sexuellement transmissible. Donc, voilà, c'est des décisions. C'est des décisions, et tant que personne ne conteste la décision, elle s'applique. La grammaire est donc de fait une prescription. Actuellement, la description grammaticale que nous avons, c'est une description
grammaire scolaire, j'entends. C'est une description qui repose sur 5 niveaux. Niveau de la... Un petit mot sur, petit exemple sur la normalisation avant d'observer ces 5 niveaux. Nous avons en 1951 une loi d'Exon, D-E-X-O-N-E, et cette loi d'Exon, c'est celle qui autorise les enseignements dans l'école publique, les enseignements dans les langues régionales, le basque, le breton, alsacien et corse. Autorisation des langues régionales dans l'école. Ça a été une bonne chose pour les langues régionales, mais ça a été le début d'une grande querelle qui existe encore pour certaines langues actuellement, à savoir quelle est la normalisation des langues régionales. Le breton en particulier, visiblement, il y a des règles de grammaire qui s'expriment en breton, mais qui étaient très différentes entre le breton de la côte, le breton de l'intérieur, le breton du nord et le breton du sud. À partir du moment où on a voulu enseigner le breton, il a fallu faire un choix. La règle, c'est ça. Voilà, tel phénomène s'explique comme ça. Et on a une querelle entre les locuteurs du breton, encore aujourd'hui, sur tout un ensemble de points de grammaire, sur ce qui s'enseigne à l'école comme breton, où une partie des bretons disent ça, c'est une fausse règle, ça, c'est une règle qui ne doit pas s'appliquer, ça, c'est pas du breton, c'est. À partir du moment où on normalise, on se trouve hélas à faire des choix. 5 niveaux de la grammaire. La grammaire, elle fonctionne, pour prendre une petite image, la grammaire, elle fonctionne comme un entonnoir. Elle étudie les phénomènes large au plus serré ou du plus serré au plus large. Si je prends une phrase comme une phrase basique, comme le chat poursuit la souris chaque matin, la souris chaque matin, ben, la grammaire, elle aura déjà une première description. Oui, Maxime? Ah, oui. La grammaire, elle aura déjà une première description qui consistera à étudier chacun des éléments qui ici sont présents. Donc on se demandera ce que c'est que ça, celui-là, 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 celui-là. Voilà, on isole, c'est le coin le plus serré, on prend chacun de ces éléments et on se demande ce que c'est, comment il fonctionne et comment on peut le définir. C'est ce qu'on appelle les classes ou les natures de mots. C'est le degré le plus serré de la grammaire. C'est l'étude des différentes composantes de la langue. Et ce sera, pour moi, ce sera mon chapitre 1, classe et nature de mots. Comment les mots, individuellement, on peut les analyser. Le, c'est un déterminant, chat, c'est un nom commun, poursuit un verbe, là, un déterminant, souris, un nom commun, chaque, c'est un déterminant, et matin, c'est un nom commun. Et alors, pourquoi, comment ils fonctionnent, pourquoi on arrive à dire que c'est des noms communs, des déterminants, des verbes, c'est l'objet, justement, de cette observation des classes et des natures de mots. Mais il y a un degré un peu plus large, c'est de regarder comment les mots fabriquent des groupes de mots. Regardez comment dans une phrase, les mots se rassemblent en petits ensembles qu'on appelle des groupes. Ce sera mon chapitre 2, les groupes de mots. Pourquoi on met chat avec le ou le avec chat? Pourquoi on mettra poursuit avec la souris? Pourquoi on met la souris ensemble? Pourquoi, etc. Comment fonctionnent les groupes à l'intérieur d'une phrase? Il y a un degré plus élevé encore d'observation, ce sera le degré qui consiste à regarder la phrase dans sa totalité. L'observation des phrases, en chapitre 1. Je prends les phénomènes un peu plus larges. Comment classer les phrases les unes par rapport aux autres? Elles auront des types,
déclaratif, injonctif, interrogatif. Elles auront des formes. Elles sont exclamatives, elles sont impersonnelles, elles sont passives, elles sont négatives, bon, forme de phrase. Elles seront composées de propositions, propositions indépendantes, propositions subordonnées. Les propositions subordonnées elles-mêmes seront divisées entre celles qui sont infinitives, relatives, conjonctives, participiales. Bon, bref, on étudie les phrases et puis comment elles fonctionnent. Ça, ce sera mon chapitre 3. Il y a un niveau encore supérieur qui sera de regarder non pas simplement une phrase, mais plusieurs phrases. Si je mets une deuxième phrase, eh bien, cette deuxième phrase, elle contient elle aussi des éléments, mais ces éléments ne s'analysent pas simplement entre eux, mais ils s'analysent en relation avec ce qui est avant ou ce qui est après. Dans cette phrase-là, le il ne peut renvoyer que à chat quand là ne peut renvoyer guère qu'à souris. Ça ne peut pas être le matin, qui est un masculin aussi, qui loupe la souris, qui manque la souris. C'est bien plutôt le chat. Donc la deuxième phrase a des relations avec la première. Donc comment les phrases s'articulent les unes avec les autres? On a tout un ensemble de notions grammaticales qui permettent d'analyser la jonction des phrases les unes avec les autres. C'est ce qu'on appelle le texte. Le texte sera mon chapitre 4. Et puis enfin, il y a un dernier degré de la grammaire qui va consister à regarder dans quelles circonstances les textes sont produits et en quoi cela influence sur le sens de la phrase, influence le sens de la phrase. C'est ce qu'on appelle l'énonciation. Qu'est-ce que c'est que l'énonciation? C'est l'observation du contexte dans lequel les phrases sont produites, contexte qui influe sur le sens de la phrase. Je vous donne un exemple simple que vous comprendre facilement. Si vous avez écrit ça au tableau et qu'il est 10h30, je suis ici dans 5 minutes, ben, vous allez vous douter que le jeu, c'est moi, ici, c'est salle 22, et puis 5 minutes, c'est que j'arriverai à 35 au lieu d'arriver à 30. Je suis ici dans 5 minutes, vous en déduirez dans le contexte le sens de ces mots. Si au contraire, c'est sur une feuille volante que se trouve cette phrase, une feuille qui part au vent, et que vous la ramassez dans la rue, bah, vous ne saurez pas qui est le jeu, vous ne saurez pas 5 minutes par rapport à quoi, et vous ne saurez pas non plus qui est de ici. Donc, le contexte de production influe sur le sens, et la grammaire regarde en quoi le contexte de production permet de préciser le fonctionnement de la langue. 5 niveaux donc de la grammaire. Vous savez que mes cours, donc ce dernier niveau, ce sera mon chapitre 5. Vous savez que sur Moodle, vous avez tout un ensemble de dossiers qui renvoient au CM, au TD, au TP. Les TD qui sont consacrés à la grammaire ont généralement un titre, genre les noms, genre la phrase, le texte. Et dedans, vous avez mon cours qui est écrit, et puis les documents que je distribue d'habitude en ligne. Donc, ce que je vous dis là sera retrouvable aussi facilement par les documents écrits que vous avez sur Moodle. Point suivant, toujours sur cette définition, le grammairien, pour réaliser sa description, il dispose d'outils. Alors, quels sont les outils dont il dispose? Bien, il a 4 outils. Oui, si je vous trouve un liquide quelconque, et puis que je donne ça à un physicien ou un chimiste, et que je lui dis analyse-moi ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ses outils. Il va prendre un bec benzène, il va prendre une pince, il va prendre un tube à essai, il va faire chauffer, il va mettre des produits dedans. Il a tout un ensemble d'outils qui vont lui permettre d'analyser l'objet, le produit, le liquide que je lui donne. Le scientifique, il a des outils qui permettent d'analyser les phénomènes. Ben, le grammairien, lui, il a 4 outils. Voilà. 4 outils.
pour arriver à notre description, nous avons 4 outils différents qui nous permettent de définir le fonctionnement de la langue. Le premier de ces outils, c'est ce qui relève de la substitution. Substitution. Le remplacement, c'est tout à fait remplacement. Qu'est-ce que c'est que la substitution? C'est le fait que dans une phrase, en fait, il y a tout un ensemble d'éléments qui peuvent être remplacés par d'autres éléments. Mais alors, selon quelles règles, selon quel fonctionnement, selon quel principe y a-t-il remplacement? Et si je prends le initial, le chat, je ne peux pas remplacer le par radiateur. Radiateur, chat poursuit la souris. Fenêtre, fenêtre, chat poursuit la souris. Je ne peux pas remplacer ça par rapidement. Rapidement, chat poursuit la souris. Ni par manger. Manger chat poursuit la souris. Mais par contre, je peux remplacer ça par mon. Mon chat poursuit la souris. Je peux remplacer ça par un. Un chat poursuit la souris. Je peux remplacer ça par ce chat poursuit la souris. Donc, il y a tout un ensemble de mots qui fonctionnent en remplacement et tout un ensemble de mots qui ne fonctionnent pas en remplacement. Et cette manipulation, qui est celle de la substitution, ça permet justement de définir les classes de mots, c'est-à-dire que nous avons des mots qui vont fonctionner dans une phrase de manière identique, et la preuve du fait qu'ils fonctionnent de manière identique, c'est le fait qu'ils se remplacent les uns les autres. Ils se remplacent les uns par rapport aux autres. Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis contre toi, je suis pour toi, je suis sans toi, je suis au-dessus de toi, en dessous de toi, je suis près de toi, je suis contre toi, je suis loin de toi, je suis derrière toi, je suis en toi, où que tu iras, je serai mon toi. Voilà, on a tout, et radiateur ne fonctionne pas. Je suis radiateur toi, je suis fenêtre toi, il ne fonctionne pas. Mais à, de, partout, avec, loin de, près de, au-dessus de, loin, ça fonctionne. Le résultat, c'est que ça nous fabrique, avec tous ceux qui vont à la place, ça fabrique une classe de mots qu'on appelle les prépositions. Donc la première manipulation que l'on va pouvoir faire sur une phrase, c'est ce qui relève de cette substitution. Et quand nous aurons des phrases à analyser, parfois on trouvera un fonctionnement d'un objet par justement la capacité de substitution qu'il a avec les autres objets de sa catégorie, de sa classe, de sa nature de mot. La deuxième manipulation, le deuxième outil, c'est le déplacement. Le déplacement. Dans cette toujours phrase initiale, eh bien, j'ai des éléments qui peuvent, selon certains critères, se déplacer et d'autres qui ne peuvent pas. Alors pourquoi? Pourquoi je ne peux pas dire chat le poursuit souris là, matin chaque? Je ne peux pas. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est lié à matin? Est-ce que c'est lié à chaque? Poursuit la souris chaque matin le chat. Ça fonctionne. Peut-être un peu plus déjà. Le chat, la souris poursuit. Le chat, la souris poursuit. Ça pourrait marcher aussi. Bon, qu'est-ce qui fait que certains éléments peuvent se déplacer ou pas? Chaque matin, le chat poursuit la souris. Le chat, chaque matin, poursuit la souris. Le chat poursuit chaque matin la souris, et puis là où il est. Le chaque matin, il peut se mettre là, il peut se mettre là, et il peut se mettre là. Alors pourquoi lui et pas les autres? Ça, c'est ce qui permet de définir les groupes dans la phrase. C'est mon chapitre 2, les groupes dans la phrase. Qu'est-ce qui se déplace, qu'est-ce qui ne se déplace pas, et puis pourquoi ça se déplace, pourquoi ça se déplace pas. Deuxième manipulation, c'est le déplacement. Troisième manipulation, c'est l'ajout. Dans une phrase, il y a des éléments que je peux ajouter. Pas. Et à certains endroits, et pas à d'autres. Je peux dire, par exemple, le chat noir. Le chat noir poursuit la souris verte.
Un noir poursuit la souris verte. Alors, ce noir, est-ce que je peux le déplacer? Le noir chat poursuit la souris verte. Le chat poursuit noir la souris. Alors, je peux l'ajouter, mais il ne se déplace pas. Alors, pourquoi il s'ajoute, mais qu'il ne se déplace pas? Quelle est la règle qui fait qu'il s'ajoute et qu'il ne se déplace pas? Je pourrais dire deux couleurs noires. Alors, est-ce que c'est la même chose grammaticalement, le chat noir et le chat de couleur noire? Est-ce que le deuxième, il se déplace? Le chat poursuit de couleur noire la souris? Pas forcément non plus. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ben, je pourrais ajouter chaque matin au réveil. Le chat poursuit la souris chaque matin au réveil. Alors, est-ce qu'il se déplace celui-là? Au réveil, le chat poursuit la souris chaque matin. Ça irait. Le chat au réveil poursuit la souris chaque matin. Le chat poursuit au réveil la souris chaque matin. Le chat poursuit la souris au réveil chaque matin. Celui-là, par contre, je peux l'ajouter, il se met n'importe où. Alors pourquoi noir ou de couleur noire, ça ne se déplace pas, alors qu'au réveil, ça se déplace? Bon, ben ça, c'est l'objet de la grammaire. C'est d'essayer de comprendre pourquoi les objets, ils ont des capacités d'ajout ou pas, qui se cumulent avec des capacités de substitution ou de déplacement. Ces deux-là se substituent. Mais est-ce les mêmes? Là, c'est ce qu'on verra. Et puis, ce qui va avec, c'est la suppression. Que si je peux ajouter des objets, je peux aussi en supprimer. Est-ce que chat poursuit souris? Ça a un sens particulier. Chat poursuit souris. Est-ce que chat la souris? Le chat la souris chaque matin. Le chat la souris chaque matin. Ça manque de sens pour le coup. Qu'est-ce qui se supprime et qu'est-ce qui ne se supprime pas et pourquoi? Le chaque matin, il se supprime. Si je vais dans la rue et que je dis à quelqu'un le chat poursuit la souris, est-ce que la phrase a du sens? Le chat poursuit la souris. Oui, donc il va accepter la phrase. Par contre, si je lui dis le chat la souris, il va se demander un peu ce que je veux lui dire. Donc le poursuit ne se supprime pas alors que le chaque matin se poursuit. Se supprime, pardon. Ça, c'est l'objet de la description grammaticale, c'est d'expliquer pourquoi. Pourquoi les suppressions, les ajouts, les déplacements et les substitutions sont possibles. Donc souvent, nous manipulerons les phrases selon ces modalités-là. Pour terminer sur cette introduction, j'ai un ami canadien un jour chez moi qui me dit au réveil, fucking toaster. Fucking toaster. En français normatif, on dira j'ai bousillé le grille-pain. Mais c'est compréhensible comme ça aussi. Qu'est-ce que c'est comme phrase, ça? Bon, bah, si je m'intéressais à tout type de phrase, c'est une phrase déclarative. Très bien. Si je m'intéresse aux différents mots, bah, ça c'est un pronom, ça c'est un verbe, ça a l'air d'être un verbe aussi, ça c'est un déterminant, ça c'est un mot dans le dictionnaire, c'est grille-pain, mais enfin ça s'exprime aussi par dans le dictionnaire, pourquoi pas. Si je m'intéresse au temps, bah, ça a l'air d'être un participe passé d'un verbe du premier groupe. Si je m'intéresse à ses capacités de substitution, bah, je l'ai fait, j'ai bousillé le grille-pain. Nous avons bousillé le grille-pain. Bon, on peut faire des substitutions. À partir de là, puisque c'est une phrase qui est prononcée, qui est compréhensible, qui est analysable, dans quelle mesure est-ce que c'est une phrase qui appartient nécessairement à la description de la grammaire française? Ben, la question se pose, parce que le français, c'est comme toutes les langues, une langue en évolution. Donc, à un endroit X, cette phrase-là sera acceptée comme étant tout à fait grammaticale, mais à un endroit Y, peut-être pas, parce qu'elle aura un certain nombre de mots, en particulier celui-là, qui veut dire tout un ensemble de choses, donc bousiller, casser, ne sera peut-être pas accepté dans le dictionnaire. Donc, la grammaire, c'est une description. Et quel que soit l'objet que l'on donne, il peut être décrit. Mais il peut être aussi décrit et refusé, décrit et accepté.
Dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, le bourgeois en question, il a un maître de diction et il s'aperçoit qu'il peut faire des déplacements. Et à partir de la phrase Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, il fait tout un ensemble de tests. D'amour, Marquise, vos beaux yeux mourir me font. Marquise, mourir d'amour, vos beaux yeux me font. Ça reste compréhensible, parce qu'on met tous les mots bout à bout, et puis on se dit, bon, alors quoi? Quoi? Bah, visiblement, quelque chose de compréhensible. Mais il n'empêche que la description normalisée, quand on prend tous ces mots et qu'on les substitue avec d'autres mots et qu'on regarde quel serait l'ordre normal des mots, on se dit, là, il y a un problème d'ordre. Le sens, c'est important, mais aussi le fonctionnement des uns par rapport aux autres, selon une description globale, c'est aussi important. La grammaire, c'est donc une description, une normalisation, une prescription. C'est la description d'un objet évolutif, la langue, et elle se passe, cette description, au moyen d'outils qui, dans l'école, nous permettent d'avoir une grammaire en 5 étages différentes. On prend les phénomènes de plus en plus larges à partir du phénomène initial, le mot. Avant d'attaquer mon chapitre 1, une petite question. On parle quel français, nous, notre français depuis combien de temps est-ce qu'en France, on parle notre français à nous? C'est celui que je parle, il est parlé sur notre territoire, à l'identique ou à peu près, depuis combien de temps? Ça évolue, ça se transforme, ça se modifie. Il vient d'où notre français? Depuis quand est-ce qu'on le parle comme nous? Pour le savoir, il suffit de remonter dans le temps. Et vous prenez un livre du XXe siècle, est-ce que vous êtes capable de comprendre ce que dit un livre du XXe siècle? Est-ce que ce qui est écrit dans un livre du XXe siècle, c'est lisible? Vous prenez Sartre, vous prenez Camus, vous prenez Simone de Beauvoir, vous prenez... est-ce que c'est lisible? Alors, ça a l'air lisible, donc ça veut dire qu'au XXe siècle, ils parlaient le même français que nous actuellement. Si vous prenez le XIXe siècle, Victor Hugo, Maupassant, Zola, Jules Verne, est-ce qu'on arrive à lire les livres du XIXe? Si oui, ça veut dire qu'au XIXe, ils écrivaient un français qui finalement est le même que nous aujourd'hui. Donc on parle le français du 19e. Si je remonte d'un siècle, Voltaire, Diderot, Marivaux, Rousseau, est-ce qu'on arrive à lire les livres de Voltaire sans traduction? Oui. Le résultat, c'est que ce que parlait Voltaire, en tout cas ce qu'il écrivait, c'est le français que nous, encore, nous utilisons actuellement. Je remonte d'un siècle, on est sur Louis XIV, La Fontaine, Molière, Corneille, Racine. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait à sa gueule un fromage. Maître Renard par le ralché, il tint à peu près ce langage. Oh, que vous me semblez beau. Est-ce que c'est compréhensible? En plus, c'est poétique, il y a des inversions. Mais est-ce que c'est compréhensible? Oui. Donc ça veut dire qu'on lit Molière sans traduction. Ça veut dire que ce que écrivait Molière et le français qu'il parlait, c'est celui qu'on parlait des autres du 18e, du 19e, du 20e et nous-mêmes. Si je remonte encore d'un siècle, la Pléiade, heureux qui, comme il dit, ça fait un bon voyage, mais comme c'est celui-ci qui conquit la toison, est rentré plein d'usage et raison, vivre entre les siens le reste de son âge. Bellé. Ça a l'air à peu près. Si mignonne allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, et son teint aux autres pareil, n'a pas perdu cette vérité, les plis de sa robe pourprée. Ah, 1550, c'est déjà plus problématique comptable. Bah, si on fait encore un siècle, un saut d'un siècle, Rabelais, Rabelais, on le lit en traduction. On le lit en traduction, c'est-à-dire en version originale, traduite. Ça veut dire que quand on a décrit le français, quand on a fait une description complète qui a permis de regarder son fonctionnement, on a figé un état du français qui s'est perpétué pendant les siècles qui ont suivi. Et notre français, eh bien, c'est celui, grosso modo, de la Renaissance, c'est celui des années 1600. Je vous ai dit la Renaissance,
L'Académie française, c'est 1635. Notre français, c'est grosso modo celui de la fin du XVIe siècle, du début du XVIIe siècle. À partir du moment où la grammaire a figé la langue, eh bien, elle n'a plus bougé. Et c'est très, très tôt pour les langues européennes, du monde en général, mais européennes en particulier, parce que les pays d'Europe ont plutôt figé leur langue au XVIIIe. Plutôt au XVIIIe. Comme on le sait, dans une école britannique, on lit Shakespeare, en général, avec suffisamment de notes partout, pour qu'on ait besoin d'une traduction pour le comprendre. Donc ça veut dire que ce que parlait Shakespeare il y a 1600, ce n'est pas l'anglais que parlent les Britanniques actuels, pas tout à fait. Ils ont besoin d'une traduction pour pouvoir le comprendre. Nous, pour avoir besoin d'une traduction, il faut tabler sur les années 1500. Notre français, c'est celui qui a émergé par la suite dans les années 1600. Bon, eh bien, nous allons attaquer mon premier chapitre. Premier chapitre, qui sera donc une classe de mots. Chaque grammaire ayant une finesse plus ou moins grande dans sa description de la langue, les grammaires répartissent les mots en toutes sortes de catégories de mots qui ne sont pas toujours les mêmes d'une grammaire à une autre. Chapitre 1, les classes de mots, appellent aussi les natures de mots. 60 000 mots dans le dictionnaire. Si chacun de ces mots avait un comportement grammatical unique, il y aurait 60 000 catégories de mots. 60 000 classes de mots, une par personne. Mais les mots, par substitution, par emplacement, par déplacement, on peut s'apercevoir que ces différents mots ont des comportements identiques. Grammaticalement, ils s'organisent les uns par rapport aux autres, ils se remplacent les uns aux autres, ils fonctionnent grammaticalement au même endroit dans la phrase, ceux qui sont avant le verbe, ceux qui sont après le verbe. Bon. Les mots, donc, on arrive à déterminer des vastes ensembles qui permettent de répartir ces 60 000 mots. Et ces vastes ensembles, c'est ce qu'on appelle donc les classes de mots. Théoriquement, quand on appartient à une classe de mots, on est régi par les mêmes règles grammaticales que les autres mots de sa catégorie. On est régi par les mêmes règles que la nature de mots auxquels on appartient. Et les grammaires ont grosso modo entre 8 et 10, entre 6 et 10, 6 et 9 catégories de mots différents. Pourquoi une variation? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les grammaires sont plus ou moins précises en fonction de leur public, sont plus ou moins précises en fonction de ce qu'elles observent et de à qui elles s'adressent. Ce que toutes les grammaires ont, c'est une catégorie nom, une catégorie adjectif, une catégorie verbe, pronom, pluriel, catégorie pronom, une catégorie préposition, à, de, par, pour, avec, ce dont je parlais tout à l'heure. Je suis avec toi, contre toi, pour toi, etc. Préposition. Une catégorie conjonction. Une catégorie adverbe. Vraiment, sûrement, radicalement. Vrai, faux, adverbe, conjonction, adverbe. Ça, c'est ce qui fait à peu près le socle de toutes les grammaires. Oui, il y en a 7. D'autres grammaires ont d'autres catégories. La plupart a une catégorie déterminant. Déterminant. Les déterminants sont les petits mots qui se trouvent devant les noms. Mon, moi, ton, ce, c'est, quelques, certains, un, une, des, déterminants. Et puis d'autres grammaires encore ont des catégories un peu plus importantes, comme par exemple les interjections.
Toutes les grammaires ne vont pas à cette catégorie-là. Certains les placent dans les adverbes. Et O, A, O. L'interjection, c'est très utile en poésie quand il nous manque un pied sur les 12 syllabes, à une syllabe. Ah, oh, toi qui, ceci. Oh et ah. Et puis une dernière éventuelle qui sont les onomatopées. Les onomatopées, plouf, coin, coin, clac, boum, bon. Ah, c'est les bruits, cuit, c'est les bruits, c'est les mots qui imitent des bruits. C'est des mots qui imitent des bruits. Et donc certaines grammaires, plutôt que de faire des catégories avec ça, les placent en général dans les adverbes. Mais certaines grammaires ont des catégories, interjection et onomatopée. Et en fonction de la précision de la grammaire que l'on veut, on a des catégories un peu différentes. En tout cas, les 60 000 mots de la langue française sont répartis. Alors, quand je dis 60 000, je ne tiens pas compte des vocabulaires techniques. Si vous rajoutez un dictionnaire de médecine, par exemple, il y a tout un ensemble de maladies qui n'apparaîtront pas dans le dictionnaire général, mais qui apparaîtront dans le dictionnaire de médecine. Si vous rajoutez le dictionnaire des plantes, vous avez des centaines de plantes qui n'apparaissent pas dans le dictionnaire général, mais qui, de roches, qui apparaîtront dans les dictionnaires spécialisés. Si on tombe sur le vocabulaire vraiment le plus étendu de la langue française, on est plutôt autour de 100 000. Mais 60 000 mots, c'est raisonnablement ce que contient un dictionnaire normal. Différentes catégories, et chacun des mots qui appartient à ces catégories, théoriquement, fonctionne à peu près comme son voisin. C'est l'objet de ce cours de voir comment ces mots-là fonctionnent. Alors, nous allons aborder mon grand... Alors après, hein, grand A, grand B. Mon cours, il est comme ça, grand A, grand B, grand C, non pas, c'est adjectif. Verbe, pronom, c'est pronom, déterminant, bon, etc. Je répartis ça. On fera aussi le verbe au premier semestre, et puis on étudiera adverbe, interjection, préposition au semestre suivant. Donc, grand A, les noms. Grand A, les noms. Alors, évidemment, on ne vous demandera jamais sur les différentes catégories grammaticales ce que savent les élèves. Parce que les élèves le savent. Donc, c'est pas ça. Sur ça, vous allez être interrogé. Autrement exprimé, un CM2, il a bac-7. Vous, vous aurez bac+5. Il y a 13 années d'écart. Ces 13 années, évidemment, doivent montrer une certaine valeur ajoutée. Donc, jamais on vous interrogera sur ce que savent les élèves. Mais on vous interrogera sur ce qui justifie justement ce que savent les élèves. Alors, que savent les élèves sur les... Voilà. Ils savent une première chose, c'est que les noms, on les divise en noms communs et noms propres. Les noms communs désignent un objet générique, quand les noms propres désignent une personne unique. Bon, très bien. Ils savent aussi une fausse règle, je vous expliquerai pourquoi, que les noms communs ont toujours un déterminant, quand les noms propres n'ont jamais de déterminant. Donc ça, on vous interrogera là-dessus. Pourquoi est-ce que les noms communs n'ont pas toujours un déterminant, et pourquoi les noms propres ont parfois un déterminant? Alors évidemment, on ne dit pas le Pierre a rencontré la Marie, mais il y a d'autres cas qui vont fonctionner. En tout cas, vous dire, voilà un texte, relevez les noms propres, vous pouvez vous brosser, ce n'est pas là-dessus qu'on vous interrogera. Qu'est-ce qu'ils savent encore, les élèves? Eh bien, ils savent qu'on les divise finalement, ces noms, en 3 catégories, en fonction de ce qu'ils désignent, les noms communs. Alors, ce serait quoi les catégories des noms communs? Ça désigne quoi, les noms communs? Ça désigne des objets, chaise, voiture, ordinateur, téléphone, porte-manteau. Okay. Ça désigne aussi, quoi donc? Eh bien, des animaux ou des personnes.
les plantes. Et puis enfin, philosophie, république, amour, tristesse, ça désigne des concepts ou des idées. Alors, rien que sur cette petite triangulation-là, les grammaires ne sont pas d'accord sur la terminologie. Certaines grammaires vous diront qu'il y a des animés ou des vivants et des non-animés. Animés, non-animés. Qu'est-ce qu'on fait des arbres? Et je veux bien que l'arbre soit vivant, mais est-ce qu'on peut dire que l'arbre est animé? On va essayer avec celui-là, on va l'appeler, celui qui est devant la fenêtre. Viens par là. Pas beaucoup. Il est animé, il ne bouge pas. En revanche, une voiture, est-ce que c'est animé ou non animé une voiture? Ben, si vous avez une voiture non animée, c'est qu'elle a la casse. Hein, parce que vous la prenez justement pour vous déplacer. C'est qu'elle bouge. Et la notion animée, non animée, c'est une notion complètement idiote. Puisque il y a des êtres vivants qui ne bougent pas quand il y a des objets qui bougent. Animé, non animé, notion un peu problématique. En tout cas, voilà, les élèves, ils savent que un nom, ça renvoie à des idées, solitude, fraternité, égalité, à des objets, et puis les chiens, les chats, les plantes, et tout ce qui va avec. Et puis, qu'est-ce qu'ils savent encore? Eh bien, que les noms ont des variations selon deux grands principes, qui sont le genre, masculin, féminin, et le nom, singulier et pluriel. Ça, un élève le sait. Donc, ce n'est pas là-dessus que vous serez interrogé. On ne vous dira jamais relevez les noms féminins dans le texte suivant, relevez les noms masculins ou pluriels dans le texte suivant, et jamais classer objet, personne ou concept. Non, ce qu'on va vous demander, c'est d'essayer d'affiner les règles qui régissent ces différentes notions. Et on va commencer, nous, par ce qui relève justement des variations. Commencer par ce qui relève des variations. Donc, petit 1 dans le cours, les variations en genre, en genre et nombre. Si je vous dis un saint, Saint-Pierre, comment le mot saint passe-t-il au féminin? Ça nous donne, évidemment, on ne vous demande pas quel est le féminin, parce que si vous me dites boulanger, ça fait boulangère, passant, ça fait passante, et marchand, ça fait marchande. Voilà, ça, les élèves savent le faire, donc c'est jamais ça qu'on vous demandera. Mais comment fait-on pour passer de l'un à l'autre? Saint-Pierre, Sainte Clotilde. Un saint, une sainte. Comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Moi, tout. Pas difficile. Comment fait-on pour passer de saint à sainte? Donc, ça fait un saint, une saint-e. Alors, on rajoute un e. Vous m'avez dit on rajoute un e. Donc, ça fait un saint, une saint-e. Une sainte-e. Un saint, une sainte-e. On rajoute. Vous voyez que la description, elle dépend de ce qu'on regarde. Et effectivement, si on s'intéresse à l'écrit, c'est normal que vous m'ayez parlé de l'écrit, puisqu'on est une civilisation de l'écrit. Donc vous m'avez dit, à l'écrit, il est évident qu'on ajoute quelque chose. Sauf que moi, je vous ai répondu autre chose, si je vous ai dit non, non, non. Un saint, un, et pour le coup, on ne rajoute pas e. Parce que sinon, ça fait saint e. Non, ce qu'on rajoute, c'est on rajoute un te. Ça fait sainte. Sainte. Et ça fait pas sainte. On ne dit pas sainte Blandine, on dit sainte Blandine. C'est-à-dire que le te n'est pas accentué. Le te, ce n'est pas un te avec un petit e. C'est un te, sainte. Il y a finalement une seule syllabe, sainte.
et par symptote en 2 syllabes. Donc, dans la description, il faut tenir compte du fait que la variation en genre, elle s'exprime dans 2 champs qui sont l'oral et l'écrit, et que dans le champ écrit, on parlera de graphème, c'est-à-dire de l'écriture de lettres, quand dans le champ oral, on parlera de phonèmes. Graphème, c'est les lettres, phonèmes, c'est les sons. Et les phonèmes, ils s'écrivent au moyen d'un alphabet particulier qui est l'alphabet phonétique international. Alphabet phonétique international. Donc, si on vous pose des questions sur la variation en genre et en nombre, des noms, ou des adjectifs d'ailleurs, à aucun moment on vous demandera quel est le féminin de boulanger. Mais on vous demandera quels sont les phénomènes mis en œuvre dans le passage de l'un à l'autre, c'est-à-dire des phénomènes écrits, des graphèmes, c'est-à-dire des phénomènes oraux, phonétiques, des phonèmes. Alors, je vais vous donner un ensemble de mots. On va déjà aiguiser votre sens critique. Je vais vous donner une vingtaine de mots. Et puis, on va essayer de réfléchir à la nature des changements. Donc, on va prendre un boulanger. Boulanger, on va le mettre avec un autre du même genre, boucher. On va mettre un passant, on va mettre un platane. Pas sûr que c'est un platane, ça, je crois que c'est plutôt un marronnier, mais pas grave. Un platane, une rose, un requin, un curé, un élève, un facteur, une fourmi, un moineau, un facteur, un docteur, on va prendre un seigneur, nous allons prendre dans le même ordre d'idée un baron, un duc, un comte, un garçon, et une chaise. Monsieur, Oui, vous avez mis 2 fois facteur. j'ai vu 2 fois facteur, ça n'a pas une importance très grande. On va le remplacer par un merle. Bon, alors voilà une quinzaine de mots, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, une vingtaine de mots. C'est tous des noms communs. Et donc, si j'en crois ce que disent les grammaires qu'on apprend aux élèves, puisque c'est des noms communs, ils fluctuent. Ils fluctuent en genre et en nombre. Et donc, s'ils doivent fluctuer en genre, ça veut dire qu'ils ont un masculin et ils doivent passer au féminin, baron, baronne, et ils doivent, quand ils sont féminins, passer au masculin. Mais simplement, il faut que je détermine leur passage tant du point de vue du code écrit et du code oral. Si je prends ça, par exemple, ce n'est pas d'une grande difficulté de faire passer chat au féminin à l'écrit. Un chat, une chatte. Bon, ça, tout le monde peut le faire. Un chat, une chatte. Simplement, ce que je dirais après, c'est comment ça s'est passé linguistiquement. Ça, ce sera une autre affaire. Mais si je prends l'oral, il me faut un che, un grand S. Il me faut pardon, un A fermé, chat. Et puis un chat, une chatte, chatte. Il me faut donc ajouter un phonème. Là, j'ai ajouté 2 graphèmes, un, 2, un, 2. Et là, j'ai ajouté un phonème.
deux graphèmes, un phonème. Oui, il faut que vous ressortiez l'alphabet phonétique international. J'en ai deux encore. Si quelqu'un le veut. Phonétique internationale qui me permet d'écrire la version écrite du son. Donc en soi, ce n'est pas difficile. Ce qui sera difficile, vous allez voir dans un instant, c'est de catégoriser. C'est-à-dire de dire qui sont ceux qui ont le phénomène identique à l'oral, qui sont ceux qui ont le phénomène identique à l'écrit. La grammaire, dites-vous une chose très importante, c'est que la grammaire, c'est une description, c'est-à-dire que c'est un classement. Un classement. Tout n'est que classement en grammaire. Et quelle que soit la question qu'on vous pose, si vous ne classez pas, si vous prenez les phénomènes les uns après les autres, vous aurez de toute façon la moitié des points. Donc il faut vraiment décrire, analyser et organiser. Alors, on va commencer par essayer de titiller votre curiosité, mais aussi votre réflexion. C'est quoi le masculin de chaise? Une chaise, un. Et ne me dites pas un fauteuil, parce que ce n'est pas le même objet. Ce n'est pas le même objet. Donc, la chaise n'a pas un masculin qui est fauteuil. Une chaise, un quoi? Bon, il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas. Alors, maintenant, il faut essayer de savoir pourquoi il n'y en a pas. Alors, comment on peut faire pour savoir pourquoi il n'y en a pas? Il faut d'abord, puisqu'on décrit, il faut essayer de voir la superficie du phénomène. Est-ce qu'on peut trouver des objets qui auraient un air de famille avec chaise, qui seraient dans le même principe où il n'y aurait pas le même de passage dans l'autre genre? Donc j'ai dit fauteuil, un fauteuil, une, pas une chaise, parce que je dis que ce n'est pas féminin, donc il n'y en a pas non plus. Chaise, fauteuil, ce que vous pouvez me trouver dans votre connaissance du lexique, des mots qui ressembleraient à ces deux-là, pour une raison quelconque, et puis qui aussi n'auraient pas le genre correspondant. Un tabouret, une tabourette, non. Un tabouret, une chaise, fauteuil, tabouret. Bon, comment je pourrais appeler cette catégorie de mots qui ne fluctuent pas en genre? Chaise, tabouret, fauteuil, un canapé, une canapette, pas trop, non? Est-ce que si je regarde autour de moi, j'en vois d'autres qu'on pourrait associer à cela et qui ne varient pas? Un radiateur, une, je ne sais pas quoi. Un ordinateur, une. Un porte-manteau, une porte-chemise. Non, le porte-chemise n'est pas le féminin du porte-manteau. Bon, alors, qu'est-ce que ça me fabrique comme catégorie? Ça me fabrique une catégorie des objets. Les objets ne varient pas en genre. Donc, quand on dit aux enfants des noms varient en genre et en nom, c'est complètement faux. La majorité des mots ne varient pas en genre. Pas en genre, puisque tous les objets n'ont qu'un seul genre. Si je prends un camion ou une camionnette, ce n'est pas le même objet. Le être, il est diminutif. Si je prends une table, un tableau, ça n'a pas du tout masculin-féminin. Table et tableau. C'est deux objets différents. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que les objets ne varient pas en genre? C'est une explication relativement simple. On a une seule nouvelle dans l'INSPE cette année. Donc, pendant l'été, on a enfermé
toutes les chaises et tous les fauteuils dans la même salle, quand on est revenu, il y a plein de petits tabourets qui couraient partout. C'est mignon. Eux, ils seront grands, on pourra meubler la pièce. Alors, c'est quoi l'explication? Difficile. Oui, c'est exactement, elles sont fabriquées par les hommes. Oui, le principe féminin-masculin, c'est un principe de génération. C'est un principe de reproduction. C'est un principe qui est un principe de mâle-femelle. Un objet, quand on le crée et on décide s'il sera mâle ou sera femelle, mais on sait qu'il ne se reproduira pas avec ses semblables. Vous pouvez prendre une caisse à outils, vous mettez 2 marteaux dedans, vous pouvez le faire attendre autant de temps que vous voulez, il ne vous prend pas un troisième marteau. Non, ce sera 2 marteaux, ils ne se reproduisent pas. Pourquoi est-ce que les objets ne varient pas en genre? Parce qu'ils sont créés par l'homme, et donc ils n'ont pas besoin de varier en sexe, parce qu'ils n'ont pas de sexe, pour le dire encore plus précisément. Les objets ne varient pas en genre parce qu'ils ne se reproduisent pas. Donc, ils ne varient pas en genre. Donc, quel est le féminin de requin? Je ne fais pas mis requin. Il est là. Quel est le féminin de requin? Ça se reproduit, un requin. On est bien d'accord que là, pour le coup, ça fait des petits. Ben, ça n'a pas de féminin. Ça n'a pas de féminin. Alors, principe extensionnel, qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui ressemble à un requin? Et est-ce que cet objet qu'on trouverait qui ressemble à un requin serait régi par la même règle que requin, c'est qu'il ne varierait pas en genre? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Il n'y en a pas sur mon tableau, qui ressemble à requin, un type de bestiole. Un dauphin, une. Non, c'est une voiture, c'est des pommes dauphines. Donc, dauphine, non. Une, vous m'avez dit, quoi, vous m'avez dit? Un phoque, une, ben oui, on n'a pas non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre encore? Oui, dauphin, une baleine, un baleineau, mais ça c'est le petit, c'est pas le mâle, donc il n'y en a pas non plus. Une carpe, un, une truite, un brochet, une, pas une brochette. Hein. Un brochet, il n'y a rien en féminin. Alors, comment on pourrait les appeler, ce genre de trucs qui ne varient pas? Alors, si vous me dites par exemple des poissons, les requins, les baleines et tout ce qui est les cétacés, ce sont pas des ovipares. Les poissons sont ovipares, ils font des œufs. Mais les autres, les ovipares aussi, ne font pas d'œufs. Donc, ce n'est pas la même catégorie de bestioles. Il y a tout ce qui, on pourrait les appeler poissons pour simplifier, mais il y a tout ce qui vit dans l'eau. Toutes les bestioles de la flotte ne varient pas en genre. Et pourtant, ils se reproduisent. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que les bestioles qui vivent dans l'eau ne varient pas en genre et en nom? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pas d'idée. Ben alors, on va progresser un petit peu et on va s'intéresser aux mignonnes. Allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil. Et son teint rose pareil n'a point perdu cette vécrée. Les robes, les plis de sa robe. Une rose, hein? Ah non, c'est l'arbre. La rose, c'est la fleur, le rosier, c'est l'arbre. Ce n'est pas le même objet. C'est comme si vous dites marron et marronnier. Ce n'est pas le même objet. Extension. Extension du phénomène. Trouvez-moi autre chose. Et là, pour le coup, il y en a au tableau. Oui, quelqu'un levait la main. Quelque chose qui ressemblerait à ce à quoi pourrait appartenir la rose. C'est quoi une rose? Oui. Platane. Un platane, une. Un marronnier, une. Un chêne, une tulipe,
un myosotis, une plante. Troisièmement, les plantes en français ne varient pas en retour. Et quand on saura pourquoi les bestioles de la flotte ne varient pas, on saura aussi pourquoi les plantes, elles ne varient pas. Une fourmi, un oui. Un quoi? Un rien du tout. Alors, phénomène d'extension, les bestioles de l'eau, les plantes, les... Alors, il faut me le prouver, il faut que vous me trouviez des insectes qui ne varient pas. Une coccinelle, un, il n'y a pas. Une abeille, un, il n'y a pas. Une mouche, un, il n'y a pas non plus. On va appeler ça, je mets entre parenthèses parce que ce n'est pas le bon nom, les insectes, parce que dedans, il y a tout, en fait, tout le microbe, genre les araignées. Les arachnides, c'est que les arachnides, ce n'est pas des insectes. Ce qui fait la différence, c'est le nombre de pattes. Les uns ont 6 pattes, les autres ont 8 pattes. Donc les insectes ont 6 pattes, les arachnides en ont 8. Donc ce n'est pas la même créature. Pas la même catégorie biologique. Les insectes, fourmis, mouches, abeilles, bourdons, etc., ne changent pas de genre. Et puis on va s'intéresser maintenant à notre ami le moineau, ce qui nous donne quelle catégorie? On étend, on a par exemple le merle, un merle, une, rien du tout, un moineau, rien du tout, une fille, un, rien du tout, etc. Les oiseaux ne fluctuent pas en genre depuis en français. Et donc maintenant, bah, ça commence à faire beaucoup quand même. Donc ceux-là, on savait pourquoi. C'est des objets qui ne se reproduisent pas. Ils sont inanimés. C'est l'homme qui les reproduit. Donc ils n'ont pas besoin de mâle-femelle. Mais pour ceux-là, c'est plus problématique. C'est plus problématique parce que ceux-là, ils se reproduisent. Oui. Il y a des animaux aussi qui varient bonjour, genre zèbre, vache, tout ça. Un zèbre, bah, une vache, un taureau quand même. Oui, mais c'est pas pareil. Bah aussi, c'est la même espèce, c'est comme cheval-jument. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre cheval-jument. Il y a des ou singe-guenon, c'est un mâle-femelle, mais c'est pas le même mot, mais c'est la même espèce. Le taureau se reproduit avec la vache. Parce que c'est un taureau, sinon ce serait un bœuf. Donc il y a quelques animaux, effectivement, qui sont plutôt, on va dire par rapport à notre langue, les animaux exotiques. Et peut-être que ça va vous aider à trouver que ce sont des animaux exotiques. Sous-entendu, on ne les connaît pas depuis longtemps. Leurs ailes. Alors pourquoi? Ajoute les animaux exotiques. Eh bien parce que la langue, elle est historique. On peut prendre des décisions sur son écriture, mais il n'empêche que la langue, elle nous est héritée par ceux qui ont normalisé auparavant. Je vous ai dit, les grandes périodes de normalisation, c'est la Renaissance. Et c'est l'époque classique. Et donc, tout un ensemble de couples, d'oppositions, sont nés lorsqu'on a décidé comment fonctionnaient les règles de passage de masculin au féminin, du singulier au pluriel. Or, jusqu'au XVIIIe siècle, la grande idée que l'on a sur la reproduction, la reproduction elle est soit sexuée, mâle-femelle, soit règne dans la nature ce qu'on appelle la génération spontanée. Qu'est-ce que c'est que la génération spontanée? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est? Depuis la plus haute antiquité, on pense que les êtres vivants, ils se reproduisent selon deux grands modèles. Le modèle humain, c'est-à-dire genré, mâle-femelle, ou deuxième modèle, celui de la génération spontanée. C'est quoi ce modèle? Ben oui, la Terre, par exemple, la Terre, elle fabrique la vie. Prenez une graine,
vous la mettez dans la terre, ça pousse. De la nature sort la plante. C'est ce qu'on appelle la génération, la naissance spontanée, ça veut dire sans l'intervention d'un principe sexué, naturellement. Cette génération spontanée, elle est décrite très précisément pour la première fois par un poète latin qui s'appelle Virgile, au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans un texte qui s'appelle les Géorgiques. Géorgie, avec un G majuscule. Les Géorgiques, ça raconte l'histoire de Orphée et Eurydice. Deux personnages mythologiques. Ça vous dit quelque chose, Orphée et Eurydice? Si vous avez Netflix, il y a une série qui vient de sortir britannique qui s'appelle Chaos, qui raconte, c'est le monde actuel, mais avec les dieux grecs qui sont encore au pouvoir. Et ils ne sont pas piqués des vers, et on suit en particulier deux personnages qui sont Orphée et Eurydice. Eurydice meurt, il va aux enfers, et Orphée essaie de l'arracher au royaume des morts, il descend aux enfers pour essayer de la ramener parmi les vivants. C'est le mythe d'Orphée et d'Eurydice. Et dans cette histoire, à un moment donné, un berger a perdu toutes ses abeilles. Il est bien embêté pour ses ruches, et il demande aux dieux comment faire pour reconstituer ses ruches, et ils lui disent d'égorger un bœuf, de laisser la carcasse au soleil, et la nature, au bout de quelques jours, va faire sortir du bœuf tous les insectes de la terre possible, des vers, des mouches, y compris des abeilles qu'il pourra attraper pour mettre dans ses ruches. De la nature naît la vie. De la terre naît la vie. Des carcasses pourrissantes naissent la vie. De la mer naît la vie. Personne n'a jamais planté des poissons. Personne n'a jamais vu un poisson se reproduire avec un poisson. C'est au XVIIIe siècle, quand on a regardé de près, on s'est aperçu que oui, il se reproduisait, mais avec un principe extrêmement bizarre, où la femelle expulse des œufs. Mais en fait, il faut que les œufs soient quand même fécondés. Et ça, on l'a compris que très, très tardivement. Jusqu'au XVIIIe siècle, on est persuadé qu'il y a deux principes de génération de la vie. Le principe sexué, celui des humains, le principe naturel, celui des poissons, des plantes. On n'a jamais vu un arbre courir après un arbre pour se reproduire. Des plantes, des insectes, des oiseaux. Et voilà pourquoi je dis des animaux exotiques, parce que les animaux exotiques, on ne les avait pas sous les yeux, donc on ne pouvait pas savoir comment ils se produisaient. C'est ce qu'on appelle donc la génération spontanée. Et la langue française, elle tient compte de l'état des connaissances du monde. Quand on détermine les règles qui font que les animaux et que les mots passent du masculin au féminin, on est dans une représentation du monde où on est persuadé que tout cela ne se reproduisent pas de manière genrée. Donc en français actuel encore, on a un héritage de cela, qui est le fait qu'ils ne se reproduisent pas de manière genrée. Les insectes, les plantes, les oiseaux. Et voilà pourquoi je vous disais les insectes en général, mais ça recouvre toute une réalité différente. C'est parce qu'on ne faisait pas la différence entre une araignée et une mouche. Et j'ai mis entre parenthèses O parce qu'on ne faisait pas la différence entre une baleine, comment elle accouchait une baleine, directement d'un baleineau, et un poisson quelconque qui fait des œufs. On sait que voilà, dans l'eau naissaient des plantes, naissaient pardon, des bestioles, mais naturellement. Dans l'Antiquité et jusqu'à presque la fin du Moyen-Âge, par exemple, pour soigner, on pense que le plus simple, c'est d'être en contact avec la terre. Les dieux de la médecine comme Esculape, par exemple, quand vous allez vous faire soigner dans un temple, la première chose que vous faites, c'est vous dormez tout nu sur de la terre battue pendant une nuit. La plante, la terre, elle donne la vie. Donc forcément, si vous êtes malade et vous êtes sur le sol, la vie va peut-être transpirer comme ça et vous guérir. Puis si ça ne marche pas, deuxième étape, on va vous ensevelir dans la terre, ce qu'on appelle un bain de boue. Vous serez entouré de la terre, et comme la terre donne la vie, peut-être que ça va vous guérir. Puis vraiment, si ça ne marche pas, on va faire ingérer des plantes. Soigner avec des plantes. La terre a donné la vie à quelque chose, et vous allez essayer d'absorber cette vie. Et la quatrième étape, si vraiment vous êtes incurable avec les précédentes étapes, on va vous faire manger ce qui est de plus précieux dans la terre. Il y a des pierres précieuses. On va piler
des émeraudes, on va piler du diamant, on va piler toutes les lapis lazuli, toutes les pierres semi-précieuses ou précieuses, et vous allez les manger. C'est ce que la terre a de plus précieux. Donc c'est ce qui est le principe terrestre le plus important, c'est ce qui est censé vous guérir. Au XIIIe siècle, on a un pape qui meurt encore de ça. Un des papes d'Avignon, il est malade, on lui pile une quantité invraisemblable de pierres précieuses qu'il avale, ça ne guérit pas, pour le moins, ça le tue plutôt. Alors on pense que la génération, oui, dans la terre, il y a ce principe de création de la vie. Et ça s'exprime dans l'eau, ça s'exprime dans le ciel, ça s'exprime prioritairement sur la terre. Donc, en termes de concours, on va vous faire une liste comme ça. Hein. Et on va vous dire, analysez le passage au féminin. Il va falloir que vous me disiez, alors attention, en français, les plantes, les insectes, les oiseaux, les bestioles de la flotte, et évidemment celles qui sont créées par l'homme. Je crois que sur 9, ne tuent pas. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont créés par l'homme, parce que ceux-là, ils naissent par génération spontanée. Comment est-ce qu'on fait passer curé au féminin? Un curé, une? Ben, il n'y a pas. Pas parce que ce sont des oiseaux. Mais alors pourquoi? C'est une profession boulanger-boulangère. Oui. Il n'y a pas de curé. Ah, chez le café. Exactement. C'est un métier qui ne peut être exercé que par un homme. Donc évidemment, il n'y a pas besoin de féminin. Historiquement, il y a des fonctions qui sont genrées, c'est-à-dire qui ne sont que de l'un ou que de l'autre. Depuis une trentaine d'années, on a créé le féminin de pasteur, le prêtre du culte protestant. Un pasteur, une pasteur, eux. Depuis une quinzaine d'années, on a créé le féminin de rabbin. Un rabbin, une rabbin. Avant, il n'y avait pas de femme rabbin. C'est quoi le féminin de seigneur? Le seigneur du château. Un seigneur, une. Ben, rien du tout, parce que ça n'existe pas. Parce que c'est une fonction d'homme. C'est une fonction d'homme. Un chevalier, une. Et pas chevalière, parce que chevalière, c'est une bague. Voilà. Donc il n'y a pas de chevalière. Parce qu'il n'y en a qu'une seule qui pourrait revendiquer le titre, c'est Jeanne d'Arc. Mais on ne va pas faire une règle de grammaire sur une personne. Donc il n'y a pas de féminin à tout un ensemble de fonctions qui sont historiquement des fonctions d'hommes ou de femmes. Depuis 30 ans, on a créé le féminin d'écrivain. Un écrivain, une écrivaine avec un U. Avant, on considérait que c'était un métier d'homme, même s'il y avait des grandes femmes écrivains. C'est quand même un métier d'homme. Donc, qu'un masculin. Le féminin de sage-femme, c'est quoi? Le masculin de sage-femme. De sage-femme, mais on a créé, là aussi, depuis 20 ans, un masculin, pardon, depuis que le métier s'est masculinisé, c'est maïoticien. Autant dire que si vous mettez sur votre porte Monsieur Machin maïoticien, vous ne risquez pas d'avoir beaucoup de clients. Hein, parce qu'il faut déjà savoir ce que c'est qu'un maïoticien. Alors, qui a fait un DUG ou une licence de philo parmi vous? Licence de philo, un bac philo littéraire. C'est quoi la maïotique socratique? Maïotique socratique. Dans les dialogues de Platon, 5e siècle avant Jésus-Christ, Platon met en scène Socrate. Socrate discute avec ses différents amis et s'exprime là son principe philosophique qui est la maïotique UE, la maïotique socratique. Alors, c'est quoi le principe de la philosophie platonicienne socratique? C'est que le philosophe, peut faire accoucher chez son interlocuteur les idées philosophiques. Il ne lui donne pas les idées, mais il les fait accoucher dans son esprit. Il les fait naître et accoucher dans son esprit. Maïeux, ça veut dire accoucher en grec. La philosophie socratique, elle fait accoucher des idées.
accoucher de la philosophie. Et ben, un sage homme, il n'existe pas, c'est quelqu'un qui fait accoucher. Ben, il veut l'accoucher. Donc, historiquement, il y a tout un ensemble de fonctions qui ne sont que masculines, que féminines, et qui n'ont par définition, puisqu'elles sont que l'un que l'autre, pas de variation en genre. Donc, vous voyez que ça fait quand même, pour une règle que l'on veut imposer, les noms masculins, prénom féminin, féminin, prénom masculin, ça fait quand même beaucoup, beaucoup. Finalement, les noms qui changent de genre, c'est l'exception. C'est l'exception. C'est ceux qui ne changent pas de genre qui sont la règle. Simplement, en grammaire, évidemment, à l'école primaire, on ne s'intéresse jamais à ceux-là. On s'intéresse aux autres. Ceux qui, justement, fluctuent. Le chien, le chat. Et tous ceux que vous avez ici. Alors, essayons de les observer, ceux que nous avons ici. Passant, est déjà quasiment traité, il est semblable à Sainte. Un passant, une passante. Si je le fais fluctuer à l'oral, je le répète à ce, pas besoin de doubler le ce, parce que je parle de son, je ne parle pas de lettres. Donc passant, si c'était pas tant, alors là on se dirait tiens, peut-être qu'il faut augmenter la taille du ce, mais non, passe. Le en, c'est comme ça, et là c'est fini. Un, peu à ce en, passant. Et s'il devient passante, je lui ferai une petite ajout de phonème, un phonème en plus, un passant, une passante. Un marchand, une marchande. Un saint, une sainte. Le même phénomène, ajout d'un phonème. Donc, comment je le décris celui-ci? Ajout d'un graphème, et il n'y a pas besoin de préciser que c'est à l'écrit, parce que graphème, c'est toujours à l'écrit, et ajout d'un phonème, il n'y a pas besoin de préciser que c'est à l'oral, parce qu'un phonème, c'est toujours à l'oral. Graphème, phonème. Et de fait, vous voyez que si je compare à chat, eh bien, à l'écrit, ce n'est pas du tout la même chose. Là, il n'y en a qu'un. Là, il y en a deux. Deux. Par contre, à l'oral, c'est le même. Un en plus, un phonème en plus. Donc, les phénomènes, les mots peuvent se rassembler et avoir la même description à l'oral, mais pas la même à l'écrit. Quand on va faire un classement global, il va falloir tenir compte de ça. C'est que les mots ne sont pas toujours identiques dans leur variation. Donc, quand je compléterai ma petite liste, il faudra que je tienne compte de ces fluctuations-là. Intéressons-nous donc à élève. Un élève, une élève. Donc, celui-là, il passe bien au masculin féminin, puisqu'on a un élève, une élève, un ministre, une ministre. Il y a bien un ou un une devant, il fluctue. Mais il n'y a aucun changement dans le mot, qu'il soit masculin ou féminin. Ce qui change, c'est qu'il est masculin ou qu'il est féminin, mais ça n'a aucune incidence ni à l'oral ni à l'écrit. Élève, ministre. On a les mots qui changent complètement. Je les ai oubliés de les marquer là, c'est cheval, jument. Un cheval, une jument, un singe, une guenouille. Changement complet de nom. Qu'est-ce qui se passe pour chien? Je remets ici. Alors, à l'écrit, pas trop de problème. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de problème pour que vous écriviez chienne, parce que sinon, c'est un peu ennuyeux. En phonétique, c'est à peine plus un grand che, comme dans chat. Che. Ensuite, il y a le ye, chien, c'est un ye. Alors, le ye, il s'écrit en phonétique de manière un peu particulière, c'est les J.
C'est le J qui fait IE. Et puis, pour fabriquer un 1, c'est un E avec un petit chapeau. Tiens, voilà, ça fait chien, chien. Ça s'écrit comme ça, chien. Et vous voyez qu'on ne se contente pas de rajouter une E. Enfin, vous entendez plutôt que vous voyez. Vous entendez. Parce qu'on ne fait pas chien-ne, une chien-ne. On fait une chienne. Cheuille-est. Ce n'est pas cheuille-un, chien, c'est chienne. Et ne. Ça sera peut-être plus clair avec garçon. Garçon, vous êtes d'accord qu'à l'écrit, ce n'est pas très difficile, c'est NE. Alors bon, garçon-fille, on change de mot. Mais il y a un féminin un peu méprisant qui est garçonne. Alors, garçonne, un gueux, un A, un regard. Regard. Un seul. Garce. Et puis, il faut quoi? Il faut le on. Alors, le on, il est comme ça. Garçon. Mais on ne dit pas une garçonne. Garçon. On dit une garçon. Ça veut dire qu'en fait, on va changer un son. Le son on va devenir le son o, o ouvert. Garçon, garçon, garçon. Et on va rajouter un ne. Garçon, garçon, ne. Et c'est ce qui se passe pour chien. Un chi, un, une chi, est, ne. On va changer. On va changer un des phonèmes et en rajouter un. Changement d'un phonème et ajout d'un phonème. Cheuille-un, 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 cheuille-ne. C'est bien le nœud en plus, mais le 1 est devenu est. Le on est devenu o. On. Observons ces trois-là. Et comment je vais décrire à l'écrit ce qui leur arrive? Ben, ce qui leur arrive, je peux dire qu'on ajoute deux graphèmes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, ça, c'est une description. J'ajoute deux graphèmes. Je peux faire une autre description. Je peux dire, on double le dernier graphème, plus 1. On double plus 1. En effet, vous voyez que celui-là se double. Donc le N devient un autre N. Le T devient un autre T. Et le N devient un autre N. Donc on double le dernier plus 1. Vous voyez, c'est le même objet, mais je peux le décrire deux fois différemment. Je peux dire, on rajoute deux graphèmes. Je peux dire, on double le dernier graphème, plus on en ajoute un. C'est le même mot, mais c'est deux descriptions différentes. On double, plus simple. On double, plus simple. On double, plus simple. Soit je dis on ajoute deux graphèmes, soit je dis on double le dernier graphème, plus simple. Même objet de description. Puis on pourrait faire une troisième description en disant je rajoute le graphème ne plus le graphème e. Je rajoute le graphème n plus le graphème e. Je rajoute le graphème t plus le graphème e. C'est pour ça qu'on a des grammaires différentes. C'est parce qu'en fait, la description dépend de la terminologie que vous utilisez et aussi de comment vous allez analyser les objets. Je finis par ces deux-là.
qu'est-ce qui leur arrive à l'écrit? Ce qui leur arrive à l'écrit, c'est la même phénomène. D'une part, ça, mais autre chose. Ce n'est pas la même chose que passant parce qu'il y a un autre phénomène. C'est quoi l'autre phénomène? C'est ça. Alors, je vous rappelle pour tout le monde, aigu, grave, circonflexe. Aigu vers la gauche, grave vers la droite, circonflexe, chapeau. Oui. Aigu, grave, chapeau, circonflexe. Vers la droite, c'est le grave, vers la gauche, c'est l'aigu, et le chapeau, c'est la circonflexe. Donc ici, ce n'est pas le même phénomène que passant. On rajoute un graphème, mais on rajoute aussi un accent grave. Et ça me donne donc maintenant peut. Le OU, c'est particulier. C'est OU, c'est particulier parce que, comme je vous disais, l'alphabet phonétique international, il est international. Donc, il tient compte un petit peu de comment on prononce les lettres dans la majorité des langues. Le OU, c'est un U seulement. Pour nous. Ça, c'est le son OU. Si vous rajoutez un O, ça fait BOU. BOU. Il faut bien BOU, boulanger BOU. Ensuite, le grand CHE, celui du chat, celui du chien. Le L, ou le. Ici, nous avons un an. On commence à l'avoir déjà suffisamment vu, le an. C'est un A avec un chapeau. Boulant. Particulier maintenant, le son je. Le J, ça fait le son ye, comme dans chien. Ye. Donc le son je, il est rendu par une sorte, ce qu'on appellerait nous un Z écrit à la main, un petit Z écrit en graphie manuelle. Boulange. Donc ça nous fait boulange. Ça nous fait bouche. Et il nous manque le E, qui est un E fermé, boucher, bouche et boucher, boulanger. Boucher, boulanger. Boucher, boulanger. Et, passage au féminin, c'est pas boucher, boulanger, c'est boulangère, exactement, c'est un E ouvert. Donc, de même que le 1 devient E, que le on devient O, le E fermé devient E ouvert. Auquel s'ajoute le boulanger, boulangère, boucher, pâtissière. C'est un et au masculin, et fermé, boulanger, pâtissier, fermier, et ça devient un et ouvert, fermière, boulangère, pâtissière, cuisinière, cuisinier, cuisinière. Le phénomène est donc identique à l'oral que chien, garçon, changement d'un phonème plus ajout d'un phonème. Sans changement d'un phonème, ajout d'un phonème. Changement d'un phonème, ajout d'un phonème. La grammaire, c'est un classement. Autrement exprimé, je ne peux pas me contenter de laisser tout cela de manière anarchique sur le tableau. Il faut que j'organise les phénomènes comme je les ai organisés ici. Oui, je n'aurais pas pu faire 1 chaise, 2 requins, 3 platanes, 4 fourmis, 5 roses. Non, voilà, il faut que j'organise les phénomènes. Donc il va falloir que je classe tout ça pour que ça ait du sens. Et le classement le plus simple, ce sera un tableau à double entrée, comme nous le verrons la semaine prochaine. Mais je voudrais que vous vous intéressiez à ces trois-là, et de surcroît tout seul.
Donc, je vous donne un petit exercice pour lundi, si vous avez le temps. Si vous avez le temps, décrivez-moi, c'est-à-dire marquez, quelle est la variation de baron, duc et comtesse, baronne, duchesse, comtesse, comment ces trois-là changent à l'oral et à l'écrit, et essayez de le décrire. Donc là, je dirais changement d'un phonème plus 1. Là, je dirais ajout d'un phonème. Ici, je dirais ajout d'un phonème. Là, je dirais changement d'un phonème plus 1. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement à l'oral? Et puis, à l'écrit, là, j'ai dit ajout d'un graphème. Là, j'ai dit doublement d'un graphème plus 1. Là, j'ai dit ajout d'un graphème plus accent. Comment vous décririez ce qui se passe sur ces trois-là? Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Les feuilles que j'ai en double, je les laisse toujours ici sur la micro.